Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du Trèfle. Je suis Vincent, il est Azad et aujourd'hui nous nous retrouvons pour évoquer les changements de rôle des différents joueurs dans notre équipe. Mais tout d'abord, avant de parler des joueurs, Azad, comment vas-tu ? Oh, bah ça va très très bien. Écoute, c'est les vacances. Enfin, non, c'est pas du tout les vacances d'ailleurs. Mais c'est théoriquement les vacances pour certaines personnes. Et il y a un peu de neige à la montagne. Donc voilà, je cours dans la neige, je me balade dans la neige. Tout va très très bien. Je prends un peu le soleil pour une fois. Et donc pendant que moi je cours sous la pluie, et du Exactement. coup, spoiler, je suis mouillé. Donc aujourd'hui, Azad, on va revenir sur une série d'articles que tu as écrit pour le Celtics Blog qui s'appelait Same Jersey, Different Job, donc qui revenait un petit peu sur les changements de rôle des différents joueurs de notre équipe, ben, notamment de ceux qui étaient là de Ouais. l'année précédente. Mm. C'était venu comment cette idée, un peu, du moins ? Parce qu'on a fait un épisode avec Baptiste qui était dédié aux joueurs qui ont le plus évolué d'une saison sur Mhm. l'autre entre la saison dernière et cette saison. Et du coup, bah, moi j'ai ressorti toute la donnée pour toute la ligue. Et après, bah, tu peux filtrer par équipe. Donc par curiosité, j'ai regardé un peu Boston et je me suis dit, bon, ça peut être intéressant de faire ça. Puis vu que j'ai des quotas à remplir dans les nombres d'articles que je dois faire par mois pour le Celtics Blog, bah, si tu fais un article par joueur, disons qu'après, t'es un peu plus Oh, tranquille, quoi. quel, quel fumiste celui-ci. Eh ben non, mais écoute, bah, fumise, je sais pas si ça correspond exactement. L'argent que je me fais, enfin, Oui. l'argent de poche, et encore, c'est. Même dire de l'argent de poche, c'est quand même beaucoup comparé à ce que je gagne, comparé au temps d'heures que je passe pour le Celtics Blog. Donc finalement, si je peux gagner un peu de marge de manœuvre, je l'ai fait. Le taux horaire est pas ouf. Le taux horaire est pas ouf. Je pense que ça se rapproche plus de l'esclavagisme qu'autre chose de taux horaire. Mais bon. Mais moderne. Mais moderne, oui. Après, genre la carotte et la récompense, c'est les accès médias au match des Celtics. Donc finalement, genre, ils me tiennent un peu par ça. J'allais dire, ils me tiennent par quelque chose, mais je vais me retenir d'aller plus loin. Mais par contre, puis en plus de l'autre côté, entre guillemets, moi j'ai plus besoin d'eux que eux, ils ont besoin de moi. Parce que concrètement, genre, des Celtics blogs, il n'y en a pas partout, alors que des petits Hazard qui écrivent ça, tu vois, t'en trouves un peu plus Hmm. régulièrement. Donc, Certains commentaires disent le contraire. Maintenant. paraît-il. Donc voilà, donc en fait chaque article en fait il était construit de la même manière, c'est-à-dire que tu faisais une Mm. analyse notamment stats de l'évolution chiffrée Oui, du c'est ça. joueur et aussi de son rôle plus ou moins sur le terrain. Alors, il y a des mecs qui ont pas grandement évolué, d'autres Non. avec les départs, la blessure de Tatum et tout, qui ont pris notamment des fois plus d'importance. Donc nous on va revenir un peu tous les deux sur tous les mecs un peu individuellement, assez rapidement. On va essayer de faire chaque joueur et essayer de voir, de se projeter sur la fin de saison et un éventuel retour de Tatum pour certains, et voir les prochaines saisons, notamment juste l'année prochaine déjà, pour d'autres, voir un peu ce qui peut se maintenir, ce qui va changer, notamment, ben voilà, théoriquement on devrait réaccueillir un mec à 35 minutes par match et plus de 30% d'usage dans les semaines qui viennent. Ça peut et doit changer beaucoup de choses dans le rôle de chacun de ces joueurs. Ça te convient, Laurent ? C'est parfait. Je Allez, te eh ben, suis. on attaque directement sur Derrick White. Derrick White, moi, quand j'ai lu ton article, j'ai retenu des choses assez évidentes, hein. Plus de touches de balle, plus de création, beaucoup moins de tirs, de tirs simples, de tirs créés par les autres, et un impact défensif toujours plus important. Donc je te laisse nous détailler tout ça. Bah, en fait, dans tous les cas, il y avait un peu l'idée de c'est obligatoirement qu'il y aura des changements. Et c'est vrai que pour reprendre un peu le pourquoi de l'article et pourquoi c'est que des joueurs qui étaient présents déjà l'année dernière, c'est
partir du principe qu'en enlevant Jason Tatum de la rotation, plus Jrue Holiday, plus Porzingis, même à Ford, en fait, tu allais avoir beaucoup plus de ballons pour beaucoup moins de personnes. Et comment ça allait impacter tout ça. Et c'est vrai que Derrick White, théoriquement, je pensais que ça allait être le joueur qui allait être le plus impacté, celui qui allait connaître le plus de changements, et dans son utilisation, dans son volume, dans son efficacité et tout. Et c'est vrai que finalement, le volume augmente, mais tu passes de 20 à 24%, là où je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus une augmentation. Ce qui s'était pas mal cassé la gueule et qui est toujours le cas, c'est son efficacité. Mais finalement, offensivement, tu vois, le régime de tir est pas. Il n'y a pas une énorme différence. Le truc qui change, c'est qu'il y a plus de mi-distance, ce qui justifie un peu plus le manque d'efficacité parce qu'il passe de 70% de ses tirs pris à mi-distance à 55%, alors que du coup, le mid-range, c'était 19% avant de son régime de tir et c'est maintenant 35%. Donc il y a un rééquilibrage, mais qui est propre à toute l'équipe des Celtics autour de ça. Et après, tu vois, en termes d'efficacité, ce qui descend beaucoup, c'est l'efficacité à 3 points, parce que du coup, il y a un peu plus de création de ce côté-là. Avant, il était assisté sur 81% de ses 3 points. Maintenant, c'est 67%. Donc c'est plus un joueur de pull-up que ça l'était avant. Et du coup, ça explique un petit peu cette baisse d'efficacité. Et là où moi je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il est devenu peut-être le protecteur de cercle des Celtics, quoi. Et qu'il est encore plus utilisé en défenseur du cercle, en second rideau, et qu'il est très bon là-dessus. Et tu dis, finalement, peut-être que le meilleur protecteur de cercle des Celtics est un joueur qui fait 6-4 de haut. Donc ça doit être le plus petit protecteur de cercle de la NBA actuellement. C'est une qualité qu'on connaissait, qu'on savait déjà, Oui, les fameux blocs par match, mais surtout, souvent c'est Guillaume qui parle souvent de coordination main-œil, et je pense que proche du panier, ses mains elles vont super vite et visent super bien pour aller toucher le ballon tout simplement, et pas faire tant de fautes que ça, malgré le déficit physique. Ce qui est assez phénoménal avec Derrick White, c'est que finalement, en défense, il peut être quasi exceptionnel partout, sauf peut-être sur l'homme, mais du coup, on a quand même dans le roster des mecs dont c'est la principale qualité, c'est d'être des forts défenseurs sur l'homme, donc vraiment, il permet d'être déployé loin du ballon. Derrick White, et c'est vrai que je parlais d'un impact défensif toujours plus important. On est là-dessus, hein. Protection du cercle, tout ce qui est lecture loin du ballon, vu que c'est certainement le meilleur défenseur de l'équipe loin du ballon, il est excellent. Donc vraiment, c'est assez prodigieux, comme l'absence de pivot élite a été compensée par, comme tu disais, un mec de 6-4 à lui tout seul quasiment. Ouais, quasiment, une bonne partie en tout cas. ouais. Par contre, tu le disais, hein, l'efficacité, elle s'est vraiment cassée la gueule, et elle remonte pas. Parce qu'au début de saison, on se disait, tiens, enfin, ça va peut-être remonter, il faut qu'il trouve son rythme. C'est très compliqué, c'est tout ce qu'il a à faire, hein. Il a beaucoup de choses à faire, White, et je pense pas que ça remonte drastiquement, quoi. Ouais, après, c'est en même temps, l'année dernière, on s'était dit, ouais, peut-être que ça peut être un joueur de pull-up. C'était un joueur de pull-up très situationnel Mhm. finalement. Et là, du coup, comme il y en a beaucoup plus, ça fait chuter son efficacité. Mais tu vois, par exemple, je pense selon les zones où tu regardes, par exemple, le fait qu'il soit passé que de 71 à 68% d'efficacité au cercle, ça montre qu'il n'y a pas, entre guillemets, il n'a pas perdu certaines de ses qualités qui le rendaient efficace. C'est juste qu'il est beaucoup plus dans des zones qui sont moins efficaces comme le mi-distance et ses tirs à 3 points sont beaucoup plus compliqués qu'avant, quoi. Mais on pourrait mettre en avant aussi le fait que malgré tout, il a quand même montré qu'en termes d'accès au cercle, en étant moins assisté et dans un moins bon spacing, il a gardé la même efficacité. Donc il y a quand même des choses positives à retenir sur son scoring, je trouve. C'est juste que oui, bon, ce sera pas un joueur de pull-up, mais en même temps, si ça l'était, il aurait le statut qui va avec et il l'a pas. Donc finalement, c'est presque assez normal. Je pense que quand on va pouvoir se projeter un peu sur ce qui va advenir plus tard, je pense que Mhm. ça va être un des grands gagnants du retour de Tatum. Mhm. Quand il va pouvoir se retrouver un peu plus loin du ballon en attaque, et je pense qu'en catch and shoot à 3 points, on n'a pas perdu Derrick White, loin de là.
Non. Et en plus, du coup, il s'envoie une grosse charge offensive, pas forcément dans les chiffres, mais il est quand même tout le temps hyper impliqué sur la remontée de ballon, sur la mise en place de systèmes, de choses comme ça, et avec, on a Mm. dit, une charge défensive assez importante aussi. Je pense que c'est un mec qui a peut-être plus d'importance que son usage peut le laisser penser. Oui, oui, bah ça se voit beaucoup, tu vois, même dans les scores de on-off, et à quel point l'équipe est bien meilleure quand il est sur le terrain, parce que même sur l'aspect de connecteur, en fait, le jeu est plus fluide avec lui sur le Mm. terrain, des deux côtés en plus. Et c'est vrai que pour l'instant, il est vraiment pas aidé par l'efficacité. Après, tu vois, quand tu regardes un peu dans le détail, finalement, cette saison, et ça peut paraître un peu bizarre quand on sait que c'est un bon joueur de catch and shoot, mais il est plus efficace sur pull-up que sur catch and shoot. Il est à 35% d'efficacité sur pull-up et il est que à 30% sur catch and shoot alors qu'il a le même volume à peu près. Ouais. Et du coup, l'efficacité pourrait quand même finalement revenir parce que on est sur 29% d'efficacité ou 30% d'efficacité sur catch and shoot, alors que l'année dernière, on était sur vraiment d'autres, vraiment un autre type d'efficacité. J'arrive pas à trouver les tirs sur catch and shoot l'année dernière. Je sais pas ce qui Mais se ça passe devait sur être excellent, NBA.com. c'était quasiment du 40%, Ouais, j'imagine. c'était 41%. Donc, je veux bien qu'il y a un peu une sous-chauffe et en fait, je pense que c'est aussi la qualité des catch and shoot est moins bonne parce qu'avant, c'était des catch and shoot dans un meilleur spacing avec Tatum comme porteur de balle primaire, alors que maintenant, c'est Brown ou Pritchard comme porteur de balle primaire et le spacing est moins bon. Donc, je pense que la qualité des catch and shoot est aussi un peu perdue, quoi. Donc moi je pense qu'on peut résolument être assez optimiste. Bon déjà, en fait, c'est même pas une histoire d'optimisme parce que le mec est toujours aussi bon finalement. C'est vrai que nous qui accordons beaucoup d'importance à l'efficacité, ça pique un peu les yeux quand même, on va pas se mentir. Par contre, tout ce que ce mec-là apporte sur le terrain est toujours aussi intéressant et toujours aussi positif. Peut-être même encore plus avec cet impact défensif et de protection du panier. Je suis Mm. assez, franchement, assez bluffé. Et c'est surtout que ce qui est intéressant, c'est que malgré une efficacité qui s'est vraiment vautrée, je pense que c'est peut-être une des pires descentes d'une année sur l'autre, on a toujours un mec qui est positif quand il est sur le terrain. Et toujours l'équipe joue moins bien quand il est pas sur le terrain. Et ça depuis qu'il est arrivé à Mm. Boston en fait. Ou quasiment, Mm. je peux peut-être me planter, mais c'est quasi Alors, c'est sûr pas tout le le cas temps. de tout le monde, hein. C'est pas le cas de tout le monde. Arrête un peu tes allusions. On y viendra. Ouais, et alors c'est intéressant. Hein, c'est des chiffres un peu qui sont pas toujours très pertinents, très pertinents, mais les on-off de Derrick White en carrière, on est tout le temps dans le vert. Tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le vert. Il y a pas une fois où c'est pas dans le vert. Donc, au bout d'un moment, sur un nombre de minutes assez colossal en plus, je pense on est sur 15 900 minutes. On peut dire que le mec est positif sur un terrain de basket. A priori, on se plante pas trop. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est Bon, je crois qu'on n'a rien réinventé, hein, ceci dit. monsieur propre du Et d'ailleurs, basketball. les pertes de balles ont baissé malgré plus de charges. Donc le mec est toujours plus propre au niveau de ses décisions. Hmm. Donc ça, c'est plutôt ok. Donc, chose importante à Zad que j'ai oublié de dire, on a parlé en off, tous les chiffres qu'on va citer de tes articles, ça date de fin janvier, donc c'était une grosse moitié de saison, donc ça a pu légèrement évoluer, Oui. notamment pour certains joueurs, mais de toute façon on va essayer de pas donner Bah là, j'ai des les milliards autres de chiffres sous chiffres. les yeux, donc Ah là tu vois, là, quand on parle, j'ai les cleaning de glace actualisés, donc ça vous voyez, c'est les professionnels. Ça, ça, c'est des professionnels. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Baylor Scheierman? Son évolution. Ah, Déjà, est-ce qu'il a trouvé un rôle? Parce que l'année dernière, c'était un petit rôle qu'il avait. Il avait joué quoi? 40 matchs, 50 matchs peut-être. Euh, l'année 22 dernière. matchs j'ai en saison l'année dernière. Ouais, et parce qu'il devait jouer beaucoup de garbage time, parce que moi j'ai 31 sur Basketball Ouais, Référence, donc, mais du coup, donc oui. des vrais matchs, il avait joué que 22, donc finalement Mhm. il était à peine dans la rotation. Pourtant, j'avais l'impression qu'on l'avait vu assez, qu'on avait vu beaucoup de bonnes choses. Ah, parce que t'as les playoffs aussi. Il avait joué en playoffs Ouais, il avait finalement. joué en playoff aussi. Ah non, pas tellement. Ouais, ouais, non, j'ai pas tellement de matchs de Mais playoffs, on, a- honnêtement, on sur avait vu Cleaning des the bonnes Glass. choses. On avait vu tout le temps des bonnes choses. On était Hmm. plutôt positif. Et le début de saison était pas génial pour Baylor Scheierman. Hein. Pas Difficulté beaucoup à trouver. joué. Ouais, pas beaucoup joué. Et très clairement, ben, il est en train de trouver sa place. Et d'ailleurs, il démarre en ce moment. Il démarre les matchs en ce Hmm. moment. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur sa production?
Bah, en fait, je pense que la raison dans laquelle il commence les matchs, c'est parce qu'il est à la bataille avec Gonzalez, Walsh pour le poste du quatrième titulaire, entre guillemets, du cinquième titulaire plutôt. Et là où Baylor Scheierman fait la différence, c'est peut-être le plus polyvalent en défense. Et il a progressé en défense sur l'homme, alors que l'année dernière, c'était quand même un très bon défenseur off-ball dans ses lectures, mais il avait un peu plus de mal à tenir des physiques NBA, ce qui est tout à fait normal pour une première saison. Alors que cette année, du coup, il est beaucoup plus déployé sur les porteurs de balles et aussi dans les aides. Donc on retrouve l'importance de sa défense sans ballon, mais aussi avec l'apport d'une défense avec ballon. Donc c'est vraiment un petit peu le meilleur des deux mondes défensivement. Là où Walsh est bon que quand il est sur un porteur de balle, et encore il y a beaucoup d'erreurs. Et Gonzalez, c'est pareil, il y a parfois un peu plus d'immaturité, de prise de risque dans ses lectures. Là où Baylor Scheierman est beaucoup plus propre, donc il casse moins la structure défensive quand il est sur le terrain, même il la bonifie. Et l'avantage qu'il a sur les deux autres aussi, c'est que c'est le meilleur shooter des trois. Ouais. Là où Jordan Walsh n'est pas un joueur sur lequel tu puisses vraiment faire confiance. Et Gonzalez, bon bah lui c'est pareil, c'est pas un shooter de grande qualité. Donc finalement, Baylor Scheierman permet d'avoir finalement le meilleur des deux mondes en attaque et en défense. Et du coup c'est un petit peu ça sa production. Là où il est très bon aussi, c'est que c'est un très bon connecteur, donc c'est un très bon passeur en mouvement, donc il va pouvoir récupérer le ballon, faire un close-out et puis refaire une passe derrière pour finalement garder l'espace et l'avantage qui a été créé en vie. Et dernier bon point positif que je trouve qu'il a, c'est cette faculté à gagner la bataille des possessions, notamment sur les rebonds off. Il est très présent au rebond offensif cette saison. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les Celtics cette année. Donc il fait du bon boulot là-dessus. Donc au final, il remplit quand même pas mal de cases. Et ça explique pour moi, selon moi, pourquoi il est titularisé. Et je pense que s'il l'a pas été plus tôt, c'est aussi parce que Walsh et Gonzalez sont peut-être des joueurs à plus fort potentiel. Et lui, il a un plafond qui est plus bas, mais il a un plancher qui paraît bien plus haut aussi dans ce qu'il est capable d'apporter, et puis surtout de manière régulière, quoi. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. Je trouve que, en fait, t'as résumé, c'est qu'en fait, sur cette bataille à 3 très clairement, c'est les fameux, tous ces ailiers qu'on avait, on avait Minot en début de saison également. Mm. C'est celui qui offre le moins de compromis partout, en fait. Parce Mm. qu'effectivement, c'est celui qui entrave le moins le spacing, qui est capable de poser le ballon sur des close-out assez correctement, et lire le jeu et faire des bonnes passes. Donc c'est vrai que, et défensivement, peut-être celui, comme tu disais, qui fait le moins d'erreurs, peut-être le moins le moins playmaker défensif, mais par contre celui qui fait pas d'erreur. Mm. Parce Ouais, que les ouais, deux c'est autres ont ça. tendance en plus à faire des fautes et tout. Je sais pas s'il Euh, est pas moins playmaker défensif que Jordan Walsh, hein. Jordan Walsh, c'est moins flashy, ouais, je vois le truc. C'est surtout tu moins vois, flashy, mais lui, c'est plutôt qu'il est sur les bonnes aides, il est quand même bien placé, et il a une bonne coordination main-œil, ce qui fait aussi qu'il est aussi bon sur les rebonds offensifs, hein. Parfois, c'est juste, les rebonds offensifs lui sont pas donnés à lui, mais c'est lui qui va pousser vers un de ses coéquipiers pour qu'il récupère la balle, donc c'est plutôt, ouais, c'est moins flashy, mais c'est drôlement plus efficace des deux côtés du terrain. alors finalement c'est bien parce qu'on a récupéré ce qu'on a drafté, c'est-à-dire qu'on a drafté un joueur vraiment vieux. Mm, Mais en fait, c'est un joueur accompli qui doit avoir beaucoup, beaucoup de minutes de basket. Il a déjà mm, 25 ans, et il a 5 ans ou presque 6 ans de plus qu'un Hugo Gonzalez. Donc effectivement, mm. beaucoup, beaucoup moins de potentiel. Je trouve que physiquement, des fois, ça me fait un peu peur sur... il a un combo mobilité, force, détente qui est pas génial quand même. Il aura toujours une limite. Mais par contre, peu de bêtises, hein. Peu de bêtises. Et comme tu disais, meilleur shooter des trois, assez largement le plus Mm. fiable. Donc voilà. On peut. Est-ce que lui peut être impacté par le retour de Tatum? Bon, déjà perdre sa place de titulaire. Oui. Mais est-ce que du coup, il sera peut-être moins energizer dans le prototype qu'un Hugo Gonzalez quand il rentre? Ouais, mais il apporte toujours plus de Ouais, spacing, quoi. ouais, toujours. Donc ça Et, dépendra un petit peu de ce que tu veux en faire. Je pense que Gonzalez, pour l'instant, c'est plus un joueur situationnel. Et c'est pour ça que quand il est dans les bonnes situations, il a un tel impact. Alors que chez Herman, t'as un peu plus, bah, tu peux le mettre dans beaucoup plus d'endroits, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus adapté. Et je pense que du coup, la polyvalence aussi de Tatum et de chez Herman peuvent aller très bien ensemble.
Mm, mm, mm. Je pense que c'est un joueur qu'on peut garder tout son contrat rookie. Parce qu'en fait, c'est pas, je pense que c'est pas un joueur qui va intéresser beaucoup d'équipes si jamais il y a des trades à faire. Mais par contre, eux, sur une équipe compétente et performante, je pense que c'est le genre de mec que Mazzulla voudra garder avec lui, en fait, tout simplement. Ouais, ouais, c'est sûr. Sur des tout petits contrats, il était 30e pick, je vois, je sais pas si je dis une bêtise ou pas. Toute fin de premier tour. Ouais, ouais. Ouais, c'est même bizarre qu'on ait le 30e pick, mais bon, bref, parce qu'on n'était pas premier de la ligue en 2024. Bah si, on devait être premier de la Ah, ligue en si. 2024. Si, Oui. si. Donc oui, ça a du sens. Donc oui, il y a 4 ans garantis, il y a un monde où on peut s'attacher à lui tranquillement, qui va rester un petit moment, parce qu'effectivement, si des fois il doit y avoir des trades, je pense que Walsh ou Gonzalez seront des pièces Mais ils ont plus, plus de valeur alors plus de valeur. que pas forcément finalement sur le Mais, terrain, mais je pense dans le potentiel, oui. complètement, complètement. Allons-y, on va passer à ton ami, un ami Jalen Brown. Jalen Brown qui a une énorme progression de son volume, hein, on n'apprend rien par rapport à l'année dernière. Un C'est usage en énorme quand grosse même. augmentation, Je énorme, m'attendais hein, pas à plus ce que ce combien? soit Ouais, aussi gros, quoi. ben en fait au final il se retrouve à être un des plus gros usages de NBA tout simplement, je pense à peu Ouais. près. Un des plus gros drivers en volume de drive. Mhm. En pull-up ça doit être assez costaud également. Il est toujours moins assisté sur les tirs qui rentrent. Ouais, c'est la version de Jalen Brown surboostée à l'usage colossal. Par contre, finalement, est-ce que son rôle il a tant changé que ça? Je suis pas sûr. Mis à part une Hmm. augmentation de volume de tout, moins Il de y a plus finition, de drive. Il y a ouais, il y a plus de beaucoup drive, plus quoi. de. Il y a plus de drive, donc il y a quand même, entre guillemets, plus de création un petit peu autour de ça. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus de drive qui finissent pas au cercle. Mm. Enfin, la NBA track les drives dans tout ce qui est des driving shots au final, ou alors ceux qui engendrent une passe ou une perte de balle, enfin bon, quelque chose. Et il drive plus, mais il va moins au cercle qu'avant. Donc ça montre aussi que c'est des drives qui vont pas forcément jusqu'au bout et que c'est un peu des chiffres qui peuvent être difficiles à lire. Là où il y a un changement un petit peu dans son jeu, c'est qu'il y a beaucoup plus de mi-distance. C'est devenu le joueur NBA avec, je pense, Brandon Ingram et Kevin Durant qui prennent le plus de tirs, des longs tirs à mi-distance. Et c'est un tir sur quatre. Donc il prend plus de tirs à mi-distance qu'au cercle. Pas Ouais. forcément quelque chose dont tu voudrais que ce soit ainsi pour ton joueur star. Surtout qu'il est à 73% d'efficacité au cercle. Donc aussi efficace qu'il soit à mi-distance, t'aimerais qu'il aille beaucoup plus au cercle. Il récupère toujours pas tant de fautes que ça, un peu plus qu'avant. Il y a moins de post-up que l'année dernière quand même. Mais en fait, le volume est énorme. Après, du coup, bah, l'efficacité, elle est toujours un petit peu en dessous de la moyenne parce que beaucoup de mi-distance. Parce que pas très efficace à 3 points, même s'il était un peu en surchauffe sur le début de saison. Parce que bah, pas tant de fautes que ça relatif à son volume. Et du coup, bah, ça en fait un gros joueur d'isolation à l'efficacité moyenne. Mais du coup, bah, il représente une grosse part du scoring des Celtics. Mais comme son scoring n'est pas efficace, ça explique peut-être pourquoi l'attaque n'est pas meilleure avec lui sur le terrain comparé à quand il n'est pas sur le terrain, quoi. Oui. Donc c'est un fait, hein, c'est un fait. Quand Jalen Brown est sur le terrain, l'attaque tourne à peu près pareil que quand il n'est pas sur le terrain. Donc elle tourne très bien à chaque fois, hein. C'est élite de chez élite, c'est top 3 NBA à chaque fois, hein. Mm. Ça veut. J'ai quand même ce côté à me demander, à me poser cette question l'autre jour, à la suite de vidéos que tu fais. C'est comment notre attaque, sans aucun ni Tatum ni Brown, arrive à performer autant. Tu vois, je suis sur une autre question quasiment, enfin, on a des pistes, on sait que ça joue bien et tout, mais de base, tu dois pas performer autant sans joueur superstar, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir des 5 avec donc White, Pritchard, des ailiers, nos ailiers là défensifs, et un pivot qui sur le début de saison était Keta Garza, quoi. Et ben ça, ces 5 là, entre guillemets, à peu près, performer, enfin scorer une attaque terrifiante, quoi. Terrifiante. Sans superstar. Vraiment.
Donc tu vois, j'étais sur une autre question qui sortait même de Jalen Brown finalement. Tu vois, ce qui sortait même de Jalen Brown, qui sortait mais attends, ce roster-là, d'où il pose 120 d'offensive rating. Donc voilà. Mais tu l'as dit, peut-être là où, je sais pas, on peut être peut-être un peu plus déçu, c'est que finalement, en termes de création pour les autres, il y a très peu d'évolution chez Jalen Brown, je trouve. Il y a un peu de progression quand même sur les lectures, sur le Ouais, mais pick elles and sont arrivées, roll. tu vois, l'année dernière déjà. Ouais, là c'est plus des trucs encore un peu plus, peut-être un peu plus précis, mais il va plus facilement libérer la balle pour le joueur qui roule au cercle dès qu'il voit il y a une erreur dans la défense. Il y en a une par exemple cette nuit où la défense switch. Enfin, il y a un joueur qui switch et il y a un joueur qui switch pas. Du coup, le temps d'un D'accord. instant, il y a une erreur sur la protection du joueur qui roule au cercle et le tag a pas le temps de venir depuis le côté faible. Et il le voit direct en passant au-dessus d'Ayton et tout. Là où l'année dernière, Ouais, il le l'aurait pas mec qui vu. se retrouve libéré sur un cut, il reçoit absolument jamais le ballon. Et il voit aussi les joueurs libérés dans les corners quand justement les aides sont trop agressives sur le pick and roll au niveau du joueur qui roule jusqu'au cercle. Et du coup, ça permet d'avoir des corners libres. Donc, je trouve qu'il y a les yeux un peu plus ouverts sur ça. Après, en même temps, avec un tel volume de responsabilité, heureusement, parce qu'on a, comme tu dis, c'est un des joueurs qui a le plus un des joueurs qui a le plus de ballons, donc forcément, on espère fortement que ça fonctionne bien et qu'il puisse les voir, mais bon, ça fonctionne plutôt correctement. Moi, ce qui m'embête plus, c'est à quel point la défense est problématique quand il est sur le terrain. Parce que Ouais. c'est là où le bas blesse et c'est là où l'équipe est 10 points meilleure par 100 possessions quand il n'est pas sur le terrain. C'est juste à cause de la défense, quoi. Je sais pas si au niveau finalement, comment dire, du staff, si ça les dérange tant que ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils ont pas spécialement mis des 5 en place pour entourer Brown des meilleurs défenseurs de l'équipe, tu vois, par exemple? Donc je pense qu'ils arrivent complètement à vivre avec, en fait, tout simplement. Enfin, ils ont l'air ok. Donc, ouais. Bah, d'un autre côté, c'est possible. D'un autre côté, quand tu vois que Vucevic et Pritchard, ils sont sortis de banc, Hmm, tu te dis, est-ce que justement tu veux pas avoir les meilleurs défenseurs autour de Brand pour peut-être. commencer les matchs et ensuite t'intègres un peu plus des joueurs avec un boost offensif qui vont fragiliser ta défense, mais du coup, plutôt quand Brand est sur le terrain avec autour de Derek White du coup. Oui. Et Ok. tu fais rentrer Hugo Gonzalez qui lui du coup va beaucoup mieux défendre. Donc je pense que l'aspect des rotations est quand même intéressant à rééquilibrer parce que ça peut pas être. Enfin, le fait que ce soit aussi mauvais en défense, t'as quand même 10 points d'écart. Alors qu'ils sont pas toutes de son fait, hein. Il y a aussi des faits de jeu qui fait que ça tire un peu vers le bas. Mais Boston est beaucoup moins forte à protéger le cercle et l'accès au cercle et à créer des pertes de balles quand il est présent, quoi. Dans les choses positives, ces pertes de balles n'explosent pas pour autant. Elles sont assez Mm. importantes, mais elles n'explosent pas. Et je pense par rapport à cette charge, je m'attendais à pire personnellement. C'est un peu comme l'efficacité. C'est toujours très légèrement en dessous de la moyenne, mais je m'attendais à une dégringolade en prévoyant une hausse et des tirs toujours plus compliqués. Au final, ça se maintient, donc je trouve ça plutôt cool. Vu qu'on parle aussi de rôle, c'est pas trop notre créneau évident, mais je trouve que quand même il y a beaucoup de communication. En tout cas, c'est ce que Mazzulla et le staff et les insiders ont l'air de vouloir faire sortir. Dans son nouveau rôle, il y a quand même un rôle de leader et qui a l'air d'être pleinement. Lui, il a l'air d'adorer ça. Et les résultats parlent pour lui en tout cas. En tout cas, les résultats de l'équipe et les performances de tous les joueurs vont en ce sens. Donc, mine de rien, je veux pas le passer sous silence. On a, nous, finalement, très peu d'informations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mazzulla communique quand même pas mal dessus, je trouve. Donc, est-ce que c'est qu'une narrative? Est-ce qu'il se force ou pas? En tout cas, ça a l'air d'avoir été un des trucs de l'année de ben, lui en leader, on va dire, j'allais dire seul leader. Oui, le leader de l'équipe. Ouais. Bon, après, je pense que ça reste quand même quelque chose de collectif et puis que ça fait du bien un petit peu à son image de mettre ça en avant, mais je me rends pas compte qu'est-ce qui fait la différence. Ça, pour le coup, on a vraiment aucune information. Ouais, mais tu vois, enfin, Mazzulla, il en parle en conférence de presse ce matin, pour nous ce matin. Donc je veux qu'on le mentionne parce que mine de rien,
euh, par rapport à l'année dernière où t'as un roster avec Horford, Holiday, Tatum, lui. Bon, bah, je pense que là c'était très collectif parce que de toute façon tous les mecs savaient entre guillemets ce qu'ils avaient à faire. Enfin, je pense que tu vas pas prendre Drew Holiday par le col pour lui dire fais ci, fais ça. Je pense que c'était des vieux routiers. Là, on avait quand même affaire on a quand même affaire à un roster et de jeunes et de mecs qui avaient tout approuvé au final. Même des mecs un peu moins jeunes, même un Garza et tout, c'est des mecs qui cherchaient juste à survivre en NBA, hein, à avoir le contrat pour l'année prochaine. D'ailleurs, pour la plupart, ils sont loin d'être sûrs d'avoir toujours un contrat. Donc, donc voilà, donc je pense que c'est quand même assez important de le signaler. Voilà. Même si je suis d'accord avec toi, on a finalement peu d'infos. Je m'attarde pas trop. Ouais, je pense qu'on s'attendra à une légère baisse de son usage au retour de Tatum et pour l'année prochaine, en espérant qu'il soit ok avec ça. Mais ça, on sait pas. Et après, d'un autre côté, il y a eu quand même beaucoup de saisons très performantes où il avait pas un énorme, enfin, il avait un gros volume, mais pas non plus des choses démesurées. Et il a eu les récompenses, il a eu les sélections All-Star, tout ça pour le contenter. Donc je pense que ça se passera correctement. S'il reste là, bien sûr, Azad. Si jamais tu intégrais le front office, on sait que ça se passerait différemment. Passons à Neemias Queta. Notre pivot titulaire, j'étais persuadé qu'on aurait une défense catastrophique avec ses binômes de titulaires. Et Neemias Queta, en fait, on attendait de lui qu'il prenne. L'année dernière, il jouait quoi ? Il jouait 12 minutes, 10 minutes, 8 minutes. C'est vraiment pas grand chose. Il était à peine dans la rotation. Là, il se retrouve projeté pivot titulaire. Et dans ton article, c'était intéressant. En fait, finalement, tu résumais ça en. Il a pris tout le rôle de ce que faisait Cornet. Et c'est un bon résumé, en fait. Hein. Alors, défensivement, la différence peut-être, c'est que c'est pas un aussi bon défenseur de drop. Donc, il va être un peu plus parfois sur des couvertures un peu plus agressives, disons, avec un peu plus de. Ou alors, il va être plus en drop ou utilisé en roamer et il va pas être placé sur un porteur de balle ni sur le pivot. Alors que voilà, ça dépend parfois un petit peu exactement dans les détails sur l'utilisation de Cornet. Mais oui, globalement, il reprend un peu ce rôle de protecteur de cercle et grosse menace au rebond offensif, bien que Garza aussi soit un bon relais au niveau du rebond offensif. Et derrière, en attaque, il participe aussi beaucoup avec sa pose d'écran. Je pense qu'il touche un peu plus de ballons que Cornet. Il est un peu plus utilisé en up que l'était Cornet, alors que Cornet, c'était plus vraiment purement connecteur avec je touche, je reçois, je transmets directement. Là, il y a un peu plus de moments où il est statique avec le ballon et les choses qui tournent autour de lui. Mais oui, il a été fait dans le moule Cornet avec du coup des différences physiques en termes tu vois, de verticalité, en termes même de capacité parfois à faire quelques drives entre guillemets, ce qui est assez drôle aussi. Donc voilà, il y a un petit peu un changement au niveau de ça, vraiment dans le détail des choses. Mais globalement, oui, ils ont repris la philosophie Cornet et ils l'ont appliquée à Garza et à Queta, mais dans la limite des choses possibles aussi, quoi. Et si dans les analyses un peu de chiffres purs, on est sur une explosion du temps de jeu. Hein. On était 14,5 minutes, on est à 25 cette année. Pivot titulaire, pas gros temps de jeu, mais moi j'aime bien que ça soit un temps de jeu un peu modéré comme ça, et ça se confirme avec Vucevic. Parce que moi je suis un peu pas persuadé qu'il y a un énorme moteur non plus, et je pense qu'on a besoin qu'il soit frais dans la tête et au niveau esprit pour arriver à performer. Mais moi ce que je retiens, c'est la pose d'écran. La pose d'écran est excellente, et que ce soit lui ou Garza sur cette première partie de saison, ils en posent beaucoup. Enfin, ça vient toujours proposer une solution. Et mine de rien, on n'a pas de joueur vraiment capable durablement de faire de la différence en 1 contre 1 sans écran. Et le fait qu'ils viennent tout le temps poser un côté, changer les angles, du coup, je trouve qu'ils sont pleinement inscrits dans cette attaque hyper performante de Boston. Dans ton article, tu écrivais screen, poser des écrans pour espacer le terrain malgré qu'il n'ait pas de shoot finalement, et je trouve ça vraiment un de ses rôles les plus importants. Et la protection de panier qui est plutôt très bonne. Hein. Je me suis pas, tu vois, je suis pas dans les stats en détail, mais en tout cas historiquement c'était pas mal du tout ce que faisait Keita.
Moins 10, autour des moins 10, moins 8, Donc donc tout c'est à pas mal sur fait. un plus gros volume, ouais. Ouais, et puis dans une bon pivot NBA, bon pivot NBA qui fait clairement le taf, mieux que ce que je m'attendais personnellement. Largement mieux, oui. Et je me demande, vu que ça bouge pas mal, la question maintenant c'est est-ce qu'il va survivre en playoff? Là, c'est même pas sur la suite de saison, c'est est-ce que dans des joutes de playoff, est-ce que ce mec-là peut survivre ou pas? Bah, c'est un peu la question sur tous ces joueurs, hein. Mais bon, en fait, le truc, c'est que comme c'est avec des playoffs à l'Est, tu vois, il n'y a pas de joueur. Enfin, il n'y a pas de Il y a joueur qui Harden va maintenant. vraiment. Il y a Harden, mais bon, bah, Harden, je pense que c'est un joueur. Tu vois, comparé à Luke Cornet, je pense qu'il va défendre beaucoup mieux les switches à la limite. Ouais, C'est là où j'ai moins de problèmes avec lui. Lui, ce qui va plus m'inquiéter, c'est s'il y a une équipe où il n'y a pas de non-shooter, ah oui. comment il va être puni. Mais bon, les équipes où il n'y a pas de non-shooter en NBA, et bah t'en as pas. Je pense que la match-up la moins favorable, à la limite, ce serait Denver, tu vois, avec un espèce de five out autour de Jokic. Mais pareil, Denver, c'est pas avant les finales, si jamais il y a des finales. Donc Ouais. finalement, ça Je laisse vais- le temps de si voir si- venir. si c'est ça notre problème, eh ben on le prend. Voilà, on le Voilà, prend, on exactement. l'acceptera humblement. Et je pensais éventuellement à New York. Je pensais parce que moi, je pense que Problème de de New Chart, York, c'est pas si un non-shooter que ça. Donc, ouais, le problème de New York, c'est que contre Boston, ils aiment bien jouer avec Mitchell Robinson. Donc ouais. ça fait souvent un deuxième non-shooter. Et après oui, c'est sûr que Keita, sur la défense de pick and roll, il y a des fois où ça peut être, selon comment il est impliqué, ça peut être assez problématique, mais finalement, il fait moins d'erreurs, mais il fait moins d'erreurs, entre guillemets, au niveau relatif à son temps de jeu comparé à l'année dernière. Et puis, finalement, défensivement, ça reste quand même le meilleur des pivots possibles pour les Celtics, Ouais. donc il va y Est-ce en avoir que, besoin. est-ce que tu constates une progression sur le long de l'année là? Ou finalement, dès le début de saison, enfin, finalement, c'est assez stable et il avait bien maturé entre guillemets. Pense sur les positionnements en drop, sur la discipline, un petit peu Hmm. sur le fait de pas se jeter, mais ça vient au fur et à mesure de devoir le faire tous les jours, tous les jours, tous les soirs, tous les soirs. Très bien, Donc très bien, ouais, très bien. Donc j'en vois une Keita, plutôt en défense, ouais. Keita, de toute façon, en fait, on est très positif sur beaucoup de mecs. Et la saison est inespérée. Je veux dire, nous, Mm, en début de saison, tous les deux, on s'attendait à avoir 20 victoires. Donc, très mm. clairement, on est en bataille pour, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais pour sur les premières places de NBA. C'est quand même assez hallucinant. On va passer à ce bon vieux Sam Hauser. Sam Hauser. Sam Hauser, bah, j'ai noté même rôle, mais dans un contexte plus compliqué. On lui a Mm, enlevé ses corners à 3 points parce que les mecs qui prenaient les 3 points dans les corners, bah, c'est nos moins bons shooters. mm. Il a moins de cuts au panier. Enfin, tout est plus compliqué. Donc voilà. Mais par contre, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est le même Sam Hauser que d'habitude. Oui, voilà, c'est juste. Peut-être il y a un peu plus de drive pour attaquer les close-out aussi, parce que comme il y a moins de spacing, il a moins d'espace pour prendre ses tirs, donc il y a un tout petit peu plus de drive, mais ces drives s'arrêtent au mi-distance, donc ça paraît pas. Ça saute pas aux yeux ni dans les stats, tu vois. Et après, ouais, défensivement, bah, il fait de son mieux. Il y a du bon et du moins bon. Off-ball, c'est pas génial. On-ball, ça dépend. Franchement, ça dépend qui essaye d'attaquer sur lui. Mais bon, il a quand même une taille qui est quand même assez intéressante, donc ce sera jamais trop problématique en termes de punition de mismatch. Mais Mm. après, ça dépendra aussi de qui l'attaque. Tu vois, les moments où c'était des mecs comme Donovan Mitchell, par exemple, l'année dernière, c'était pas en playoff du coup, mais moi, c'était la période où j'étais à Boston, le match où les Cavs viennent à Boston. Bah ouais, là, Sam Hauser, c'est presque pas le faire jouer parce que Donovan Mitchell va l'attaquer à chaque fois. Et c'est des profils contre qui ça marche vraiment. Là où tu vois des mecs comme Doncic, par exemple, cette nuit contre les Lakers, c'est moins dynamique, donc Sam Hauser s'en sort un peu mieux. Il est très costaud et très grand. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait penser, hein. Ouais. Sam Hauser, c'est plus de 2 mètres assez facilement. Le problème, c'est que c'est moins.
mobile et sur les très explosifs type Mitchell. Alors ceci dit, les types Mitchell dans un grand jour, sur le premier pas, il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent à le tenir non plus. Hein. Donc c'est pas bien problématique. Malgré une saison compliquée où on lui demande des choses plus dures, où il a moins de 3 points dans le corner, où c'est plus prendre un dribble, se décaler et prendre above the break, on est toujours à 39% à 3 points pour le bon vieux Sam. 39,7. Toujours un des meilleurs shooters de la ligue, il n'y a pas de souci là-dessus. Mhm. Mais Donc- est-ce que c'est le meilleur shooter de l'équipe cette saison? Non. Mais pourtant, c'est ouf quand même. Non, Non, parce vraiment, qu'il y en c'est- a un. Oh, la passe décisive. Là, du coup, on va Eh oui, partir mais dessus. tu vois, moi je bosse. Toi, t'es Contrairement, moi c'est un bon lecteur sur Pick and Roll. Ouais, t'as vu le mec ouvert tout seul dans le corner, et ce mec-là, il s'appelle Peyton Pritchard. Salopard. Certainement, lui, le meilleur shooter de l'équipe. Alors, faut savoir, en plus, moi, j'ai pas encore vu le match, mais là, nous, on enregistre au lendemain de la victoire à Los Angeles, où, a priori, il a été à son aise, à la Crypto.com Arena. Et Peyton Pritchard, il continue, lui. Il continue parce qu'il était border hors de l'équipe il y a 3 ans. Il a chouiné, ça voulait partir, pas partir. Et depuis, le mec, il prend en volume tout le temps. L'année dernière, en sortie de banc. Cette année, il a attaqué la plupart des matchs. Et puis là, du coup, à la trade deadline, on a viré Simmons. Ah non, il nous faut un porteur de balle en deuxième. Enfin, un porteur de balle. Un mec qui tient le ballon en deuxième, en seconde unité. Et je vais ressortir du banc. Et depuis qu'il ressort du banc, le mec est incandescent. Oui, il est assez monstrueux au shoot, Azad. Notamment, moi, il shoot même pas spécialement bien à 3 points cette année, tu vois, pour l'instant. Mais c'est proche du panier et ces petits mid-range qui sont assez phénoménaux cette année encore. Moi, ce qui me tue, c'est la qualité du toucher de balle et du coup, les tirs qu'il prend au niveau du mid-range et au niveau du flotteur. Mais c'est lunaire l'efficacité, ça paraît. Et ben irréel. tu vois, je suis devant, je suis à 60%. Bonjour, KD. KD, moins 40 cm. C'est... Bah, Et l'année dernière, il était à Jokic 57 même, hein. quand même. Hein. Il était à 57 l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, oui. ça fait quand même un vrai volume là maintenant. Ah ouais, c'est énorme. Et moi, ce qui me tue aussi, c'est en fait la capacité qu'il a à aller au cercle et à créer des espaces. En fait, c'est même sur le match d'hier, tu vois, ce qui est impressionnant, c'est c'est le plus petit des joueurs sur le terrain, c'est assez constant. Mais finalement, c'est aussi le joueur qui dribble le mieux, qui a potentiellement le meilleur toucher de balle et les épaules les plus larges relatifs à son poids et aussi le centre de gravité le plus bas. Et du coup, ça lui permet de jouer un autre basketball que les joueurs habituels ont. Donc il se déplace beaucoup mieux, il se déplace dans des angles et à des endroits qui diffèrent de ce que les défenses ont l'habitude de gérer. Et puis il a un super footwork, donc il peut s'arrêter, faire une feinte, repartir. Et puis les mecs qui défendent sur lui, même s'ils sont plus grands, ils ont un centre de gravité plus haut et du coup il arrive à créer des espaces, quoi. Et comme les espaces, à partir du moment où ils sont aux alentours de la ligne des lancers francs ou plus proches, et qu'il a cette efficacité-là, c'est quand même assez dingue. Et en plus, l'autre élément très important, c'est que ça a quand même un énorme, comment dire, c'est un mec qui apporte énormément de spacing, quoi. Quand il est à une passe du ballon, il te casse une zone, il te casse une défense agressive qui vient à 2 sur le porteur de balle, etc. Et du coup, quand il est sur le terrain, tu te garantis au moins un spacing de qualité du côté où il est, quoi. Donc c'est assez fort. C'est assez fort et voilà, après tu te dis, le passing en plus commence un petit peu à venir. Après, le passing sera toujours limité par sa taille, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a des lignes de passe qu'il ne peut pas trouver tout simplement parce que même s'il les voit, il ne peut pas passer la balle à travers un joueur. Mais c'est quand même... je ne pensais pas que ça atteindrait des niveaux aussi élites de sa part. Ouais, du coup, pendant que tu parlais, j'ai fait un petit filtrage et effectivement, sur le short mid, c'est plus efficace que SGA et que Jokic. Et c'est le meilleur de NBA sur des volumes, on va dire plus de 100 tentatives, hein, tout simplement. Hein, Donc c'est assez génial. Le fameux petit coup d'épaule dans le ventre, hein, de ces grands défenseurs. Comme tu dis, en termes de toucher de balle, on est assez exceptionnel.
Moi, ce que j'avais apprécié aussi, c'est que malgré les. Là, on est quasiment à 25% d'usage. Non, 23. Donc, on est quand Ouais. même sur un usage assez colossal. Et un mec qui joue 32 minutes par match, hein. C'est doit être le troisième plus gros temps de jeu de l'équipe. Mhm. Et toujours, on est à 7,2% de perte de balle. Le mec ne perd quasiment jamais la balle. Mhm. Donc il fait des passes rapport à son poste de manière, comment dire, normale, pas exceptionnelle, mais par contre c'est la propreté quoi. Et quand on a assez répété à Zad, je pense que tu le répètes quasiment tout le temps, l'identité de cette équipe c'est la bataille des possessions, et ben lui en tout cas il participe à pas perdre de ballon déjà, donc ça c'est quand même une Et très même bonne au chose. rebond offensif relatif à sa taille, c'est quand même C'est impressionnant. génial. Après, ouais, depuis l'année dernière, Toujours. même Ouais, 2 ans, ouais. ouais. Ouais, ça, c'est un peu, tu vois, dans un monde et dans une ligue de très grands, des petits avec des cannes, une rapidité, des appuis de fou, je pense que ça a de la valeur, quoi qu'il arrive. Alors, ça a un autre problème, c'est que du coup, il joue beaucoup et que défensivement, il reste limité par sa taille. Donc, ce que tu disais dans ton article, c'est que malgré tout, ça fait toujours plus de minutes où il peut être attaqué de l'autre côté du terrain, en défense. Ouais, ouais. Mais bon, c'est pour ça que c'est sa taille et le fait que ce soit une cible en défense qui fait que moi, je pensais jamais qu'il puisse jouer autant. Mm. Mais Boston arrive assez bien à le protéger. Et c'est là où tu te rends compte aussi que la NBA évolue pas mal parce que tu défends de plus en plus le mismatch, quitte à laisser des joueurs à 3 points. Hier contre les Lakers, le spacing des Lakers, c'est vraiment pas bon parce que Boston n'hésite pas à venir fermer très fort derrière les Mhm. post-up, derrière les drives, dès qu'il y a un mismatch qui est fait. Et ça se passe plutôt bien, en vrai. Ça se passe plutôt bien. Après, la défense est quand même beaucoup moins bonne quand il est sur le terrain que quand il est pas sur le terrain. Ça, c'est pas une surprise. Donc finalement, l'équipe, comme Jalen Brown, est meilleure quand il n'est pas sur le terrain parce qu'il fait pas tant que ça monter le niveau de l'attaque. Mais le joueur en lui-même est quand même drôlement impressionnant. Après, c'est sûr qu'il fragilise la défense et c'est toujours ça qui posera problème. Et là, quand tu parles de playoff, si tu regardes ses minutes en playoff, par exemple, Ouais, je sais pas, je crois que c'est en 2024, elle plus dégringole. t'avances plus t'avances dans les tours, plus elle descend. Et c'est pas parce qu'il a plus de jus, c'est parce que bah c'est trop facile pour les défenses les attaques adverses de faire des schémas autour de ça quoi. Ça restera un problème. Alors malgré tout, c'est peut-être une des plus belles réussites de développement de joueurs quand même, parce qu'il Mhm. y a eu développement. Moi, je pensais jamais. Il faut se rappeler que avant sa prolongation, le fameux contrat là, qui est devenu un des meilleurs contrats NBA hors contrat rookie, hein, je pense en termes de production et de salaire, je pense que c'est un des meilleurs contrats de NBA vraiment de loin. Il y avait des tableaux qui étaient sortis si tu enlevais les contrats Mhm. rookies, c'était vraiment assez phénoménal. Il n'arrivait plus à faire un lay-up, hein. Faut se rappeler en contre-attaque, il a quand même appris à se protéger avec Mhm. son corps et notamment par le jeu des angles, se protéger avec grâce au panier et tout. Enfin, on l'avait pas vu venir, très clairement. Qui Mhm. sait que c'est un gros shooter à 3 points, ça, je pense qu'il y avait personne qui en doutait dès sa draft, dès ses premières apparitions NBA. Par contre, sur tout le reste, sur tout ce qui est proche du panier, au milieu, tous ces Golgoth, c'est Mhm. assez génial. Et assez kiffant aussi, Mhm. pour le petit que je suis. C'est comme un peu du temps d'Isaiah Thomas, tu t'identifies bien à ce genre de profil. C'est vrai. Pour terminer avec les joueurs que tu avais fait en article, eh bien, on a Jordan Walsh. Jordan Walsh, est-ce que c'est un nouveau rôle ou c'est juste la découverte d'un rôle? Parce que l'année dernière, il était à moitié en J-League, à moitié avec l'équipe. Mhm. Et cette année, on a vraiment pas mal de minutes, hein. Cette année, on doit être à plus de minutes que Gonzalez et Baylor Sherman. Et Jordan Walsh, qui m'a moi sauté aux yeux dans ton analyse, c'est surtout qu'il va beaucoup plus au panier qu'avant. Il est plus contenté en attaque à être posté dans le coin et à Mhm. tenter un 3 points par-ci par-là, parce que c'est pas un bon shooter, même si cette année c'est plutôt ok pour l'instant. Ça sera jamais des gros volumes, mais par contre en fait il a pu attaquer le panier, attaquer le robot offensif. Surtout Donc ça, ouais. ouais. Il n'arrive pas, hein. En fait, Ah c'est pas ouais. oui, faut pas voir que. Faut pas penser qu'il va plus au cercle, ça traduit du fait qu'il drive, hein. Il drive pas, je pense pas qu'il soit vraiment capable de le faire.
Par contre, il va beaucoup plus au rebond offensif et je pense que c'est une des raisons pourquoi il joue autant. C'est parce que il a une très bonne capacité à lire le rebond offensif et puis il a des bras tentaculaires. Donc il en récupère vraiment beaucoup. Ce qui fait que forcément ça impacte pas mal quand même son rôle et sa capacité à le faire. Tu vois, l'équipe quand elle est sur le terrain, plus 5% de rebond offensif. C'est pas le seul qui participe autant à la bataille des possessions, mais c'est vraiment là où son rôle explose. Et bon, finalement, t'as un peu la chance du fait qu'il réussit beaucoup ses tirs à 3 points cette saison. Il a fait exploser son efficacité aussi à la ligne des lancers francs. Et ce qui est très bien, vu qu'en plus, vu qu'il va plus au cercle, il y a plus de lancers francs qui sont provoqués. Donc techniquement, il y a des bonnes choses. Après, en défense, il fait beaucoup d'erreurs, il fait beaucoup de paris. Il est très agressif, trop agressif même. Donc il fait beaucoup de fautes. C'est un des joueurs qui en NBA qui fait le plus de fautes, je pense, relatif à son temps de jeu. Donc voilà, c'est un joueur imparfait. Tant mieux que ses tirs rentrent parce que du coup, il est jouable. Mais franchement, à part attraper des rebonds offensifs et faire quelques missions défensives parfois sur du 1 contre 1, c'est encore très limité ce qu'il peut apporter, je trouve. Toi, je pense que t'es pas convaincu par ce mec-là. Et pourtant, il a que 21 ans. En vrai, en âge basket, il a... Tu sais, il y a de quoi, à mon avis, il y a de quoi gratter encore. Mais toi, tu crois pas au cerveau, je pense. Non, non. Vraiment, après, c'est en même temps, ça fait quand même un moment. Tu vois, il a 21 ans, mais ça fait déjà pas mal d'années qu'il est en NBA aussi. 3 ans, Donc, c'est sa troisième année. Mais déjà, de base, moi, en début de saison, je pensais qu'il serait pas dans l'équipe. Tu vois, enfin, qu'on ouais. le verrait quasiment jamais. Et au final, il y est. Et il est pas cata. Enfin, il est tout à fait jouable dans une équipe hyper performante. Donc, on est obligé de lui tirer notre chapeau. Et d'une, est-ce que le 3 points va venir vraiment avec un vrai volume? Moi, je suis pas convaincu, par contre. Non. Tout petit volume toujours. Donc voilà. Mais pour la première fois, en début de saison notamment, on a vu, quand il s'est drafté, on nous parle notamment de ses bras, de la longueur de ses bras. C'est-à-dire qu'il a des mensurations assez exceptionnelles par rapport à sa taille. Donc on avait toujours projeté un super défenseur. T'en as parlé, le cerveau défensif n'a pas l'air d'être au rendez-vous, mais pour une fois, on avait vu ses bras. On voyait la longueur de ses bras et qui avait servi sur certains profils. Je sais plus, en tête, j'avais des matchs contre New York, notamment sur Brunson, où il a pu l'embêter, mais c'est plus par séquence, Jordan Walsh. C'est rare qu'il arrive à tenir tout un match, parce que comme tu dis, beaucoup d'erreurs et beaucoup de paris. Par contre, des fois, il peut aller te déclencher une séquence sur de la suragressivité, et s'il arrive à pas se louper, ça peut faire tourner des matchs sur 2-3 possessions défensives comme ça. Mais t'as raison, par contre, après, c'est vrai que souvent, on le ressort vite au final, quoi. Mm. Ouais, il y a un match contre Dallas, c'est un bon exemple de. En fait, tu penses que c'est le bon profil pour défendre sur Cooper Flag parce qu'il est grand, qu'il a des lambras et qu'il peut le gêner. Le problème, c'est qu'à la fin, Cooper Flag finit même par aller le chercher parce que c'est un joueur qui est trop agressif et du coup, dès qu'il y a un écran ou qu'il défend sur un joueur qui reçoit le ballon en mouvement, il reste coincé dans l'écran ou alors il fait une tentative d'interception et il se retrouve un peu au pâquerette. Donc, ouais, c'est pas. C'est pas c'est dommage que Baylor Schneiderman n'ait pas le corps de Jordan Walsh défensivement. Ouais. Complètement. Pour finir, Azad, on va parler des nouveaux, alors qui eux, on les a découverts cette année, et notamment on va attaquer directement sur un autre bon défenseur et qui fait un peu moins de paris, ou en tout cas que c'est un peu plus contrôlé, c'est Hugo Gonzalez. Hugo Gonzalez qui est le porte-étendard des joueurs qui font gagner des possessions à leur équipe. T'avais écrit un autre article là-dessus. C'est un des meilleurs de NBA pour donner des possessions supplémentaires à son équipe. Ouais, c'est peut-être la meilleure en NBA déjà. En tout cas, théoriquement, relatif à ses remplaçants et aux joueurs avec qui il joue sur le terrain, c'est le meilleur joueur à la protection de cercle, pas la protection de cercle, à la bataille des possessions cette saison. Ce qui explique pourquoi il y a un aussi gros différentiel en termes de net rating quand il est sur le terrain et pourquoi l'équipe est aussi bonne quand il est sur le terrain. Mais d'un autre côté, quand tu le vois jouer, je sais pas ce que t'en penses, c'est quand même pas très surprenant parce que ça se voit qu'il vit pour ça, qu'il a un flair pour ça.
Et aussi un corps, il est ultra rapide et il a des bras ultra longs pour sa taille. Et je le trouve pour cet âge-là, moi, terriblement tanké. Je le trouve épais, ce garçon. Ouais. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Oui, t'as raison. Alors, il y a une chose est sûre, c'est quand il est sur le terrain, tu le vois. Mm. Je sais pas pourquoi, Non. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu le loupes pas. Alors, il y a du boulot de l'autre côté du terrain. Parce que pour l'instant, c'est quand même un peu ce qui est limitant pour lui, c'est que bah, tout le monde le laisse tirer. Alors, il y a des flashs de temps en temps. Un drive, par-ci par-là. Mais tu sens pas que le dribble il soit d'une fluidité exceptionnelle. Mais par contre, vu qu'il est très costaud, tu te dis peut-être dès qu'il y aura un dribble un peu plus fonctionnel, je pense même qu'il y a moyen d'aller au panier, d'aller même faire tomber des fautes, des choses comme ça. Ce qui a l'air assez sûr, c'est que le mec joue bien, fait pas beaucoup de bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, les rookies avec Joe Mazzulla, quand ils font des bêtises, souvent, tu les vois ressortir du terrain. Et on a souvenir d'un Hugo Gonzalez qui fait deux trois erreurs, mais c'est jamais catastrophique. Et comme tu dis, les ratings avec lui sur le terrain sont déjà excellents. Pour un rookie, c'est assez bluffant. Il a que 20 ans, même pas 20 ans. Après, c'est très contextuel hein, qu'il ce soit aussi bon à net rating. C'est pas lui qui Oui, fait oui, changer le ça, niveau de c'est l'équipe. pas Hein. c'est pas une vérité, mais il a pas l'air de faire de mal à l'équipe. Un petit peu Oui, voilà, offensivement c'est peut-être ça. quand même. Par contre, défensivement, il a l'air de faire beaucoup de bien à l'équipe. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. Je pense que très clairement, on peut se projeter avec lui. Moi, je le rêve en Josh Hart, dans le rôle. Bah ouais, mais le problème de Josh Hart ou d'Hugo Gonzalez, c'est qu'il flingue ton spacing, quoi. Ah ben, si c'est ça son, son plancher haut, on va dire, t'as déjà un joueur NBA. Oui, Quand bien tu le sûr. drafts l'année dernière, franchement, moi, le lendemain de la draft, j'étais pas content du tout du choix. Parce qu'il y avait encore un ailier, encore ci, encore. Enfin, bref, je voulais autre chose. Et très clairement, il m'a convaincu et j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie qu'il progresse. Et puis, on peut espérer, alors c'est pas gagné, mais on peut espérer une progression offensive quand même. C'est Ouais, déjà après ton ça passera plancher. beaucoup par le shoot, parce que du coup, toute sa force de drive, s'il a pas de shoot, ça va être difficile de Hum, hum, l'exploiter. hum. Mais Mais un bon, joueur très intelligent, même dans les écrans, le placement et tout. Ouais, très chouette. Très très chouette. oui, c'est un peu entre lui et Shearman, c'est un peu l'espoir des 3 4 prochaines années à tout petit salaire qui vont nous permettre avec nos autres très gros salaires, de pouvoir compenser un peu tout ça. Hein. Exactement. Et pour dernier petit mot, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, mais Luka Garza qui a donné des bonnes minutes qu'on voit quasiment plus maintenant, le pauvre, Ouais. mais il a donné beaucoup d'énergie au rebond offensif, à se faire siffler des fautes pour lui dans la bataille des rebonds. Je sais pas si c'est comptabilisé ça, tu vois, mais quand t'as un défenseur qui fait une faute sur l'attaquant au rebond, bah, c'est une position de gagner, mais c'est comme un rebond offensif, je pense pas que ce soit comptabilisé, et on l'a C'est un souvent eu. rebond offensif Hein. collectif, donc Ah dans les ouais. on-off tu les vois, mais pas dans les stats Ben, individuelles. tu vois, déjà j'apprends quelque chose, donc ça c'est intéressant. Je suis pas levé pour rien. Et si tu m'avais rien appris sinon avant, tu vois, quand même, au bout d'une Oui, heure. bah c'est pas en même temps. Ça fait longtemps Et, que j'ai pas appris grand chose. Hein. ah, et du coup je le. Très précieux dans cette bataille-là. Et pourtant, Mhm. pareil, pas fan du tout du choix au départ, Non, pareil. au recrutement. Et ben écoute, il nous a fait 41, 42, 43 premiers matchs avant Mm. la deadline de grande qualité. Alors Ouais. oui, il saute pas, oui, il court pas. Mais par rapport à ses capacités et tout, bah, j'espère qu'il. Peut-être même qu'il reste en troisième ou quatrième pivot avec nous, pourquoi pas. Parce que on a bien vu le jour où il y aura des absents, bah, qu'on pourra compter sur lui. Et en termes de boost d'énergie et tout, c'était top. Et des vraiment en attaque en plus. Des vraiment en attaque. Ouais. Bon, il est en surchauffe à 3 points. Je sais pas si ça peut durer ou sur un plus gros volume. Mais en tout cas, il y a des mains. Voilà, c'est ça. Puis il y a un petit je ne sais quoi tu vois, même la pause d'écran, les lectures sur short roll et tout, c'est pas si mal. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur, ça se voit que c'est un joueur qui a eu du volume à la fac, Mhm. mais qui avait aussi, bah, pas forcément les atouts physiques pour être un pivot NBA, quoi. Je sais pas si j'ose le dire, mais ça fait très pivot d'Euroleague. Je dis peut-être une grosse bêtise, mais tu sens Je qu'il sais pourrait pas, être une faudrait que je vedette regarde en Euroleague. faudrait que je Non, mais regarde tu sais, l'Euroleague pour te dire, mais ça fait très européen comme mec avec un physique limité, mais des fondamentaux excellents, quoi, au final.
Ouais. Mais bon, ça se trouve, Aussi. c'est presque des légendes un peu urbaines qui sont un peu terminées, tout ça que je sors. Je pense qu'on a fait le tour, monsieur. Eh ben, c'était pas mal, non? Est-ce que, à ton avis, on a des choses à ajouter ou pas? On parle pas de Vucevic parce qu'on l'a pas vu assez. Et puis, de toute Mais on façon, pourra en c'était pas parler le thème. bientôt. Bah, On je pourra pense se que. faire un petit bilan des genre 15-20 premiers matchs ou des 15-10 premiers matchs de Vucevic, si tu veux. D'accord. Voilà. On va continuer cette petite saison tranquillement à observer tout ça. Moi, je suis ravi de cette saison. Je prends du plaisir devant la plupart des matchs. Et franchement, si on me l'avait dit il y a 5 mois, j'aurais signé déjà et d'une. Donc merci à toute cette équipe, toute cette franchise de nous faire vivre une saison plus sympa qu'attendue, même si on n'aura pas de Oui. top 3 à la draft. Tant pis pour nous. Malheureusement. Ouais, mais au final, et quand je vois le tanking généralisé en NBA, le nombre de mecs qui se font opérer dès qu'ils arrivent dans une franchise qui ne veut pas gagner, c'est qu'en fait, c'est le bon Ouais. moyen en fait, c'est, oh, bah, attends, j'ai 3 mois de vacances, attendez, opérez-moi. Allez-y, j'ai des bobos. Je suis assez fier de cette franchise qui n'a qu'un objectif, c'est de gagner. Alors, il n'y a certainement pas au titre. Enfin, il y a un peu de chance. Mais en tout cas, elle triche pas. Et c'est déjà pas mal. Non. C'est déjà pas mal, c'est sûr. Ben, il va me rester qu'à te remercier, mon petit Azad. Te souhaiter une bonne journée. Te dire à très bientôt. Eh bah écoute, merci à toi pour l'organisation du podcast, pour l'idée, parce que moi j'ai rien eu de spécial à faire, donc merci à toi pour tout ça. Et on embrasse tout le monde. À Et bientôt. on fait des bisous. Ciao. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.